Salut à tous! Nous avons eu un petit problème technique en enregistrant cet épisode. Promis, ça ne se reproduira pas. Bonne écoute! On commence aujourd'hui avec ce podcast Libre Penseur. Mais Libre Penseur, d'abord, c'est quoi? Libre Penseur, ça nous est venu en fait avec un ami que je vais présenter dans quelques instants. Et surtout un constat, que de nos jours, en fait, en Occident, c'est de plus en plus compliqué d'avoir des échanges, des débats de manière sereine. La majorité du temps, c'est soit du small talk, comment ça va, le virus, on parle beaucoup du virus, on parle comment ça va, tout le monde dit bien, on ne sait pas vraiment si c'est le cas, ou sinon c'est des injures. Chacun, on insulte, on catégorise, on n'est pas capable de mettre un peu de nuance, et ça a été encore plus peut-être aggravé avec le Covid. Pour citer Michel Onfray, je sais que Fred, t'as de quoi dire, ça, Michel Onfray, je le sais. Ça part mal, ce show-là. Je sais. Mais le fait est que la pensée dominante traite toute opposition sur le mode du mépris, de la caricature ou de l'invective, et nous, c'est ce qu'on veut éviter, justement. Donc notre volonté, c'est quoi? C'est d'échanger, d'apprendre, de réfléchir ensemble de manière posée, respectueuse, sans insulte, mais aussi sans tabou. Évidemment, on va le préciser ici, je vais devoir le répéter, mais on ne prétend pas à l'exhaustivité, on ne prétend pas à la vérité avec un grand V, on prétend juste qu'en Occident, on peut se mettre ensemble autour d'une table, puis on peut réfléchir ensemble, puis parler de tous les sujets de société. Je vais juste préciser aussi un truc, parce qu'on va en parler plus tard, mais j'ai vu qu'il y avait un groupe qui s'appelait les Libre Penseurs athées. On est absolument, je précise pour être sûr qu'il n'y a pas, on est absolument, déjà je suis pas athée ni Charles, mais on n'est pas lié de près ou de loin à ces groupes-là, on les connaît pas. On a découvert ça un peu par hasard en lisant un certain jugement et on s'est dit on savait pas, quand on avait cherché, on n'avait pas vu ce nom-là. Mais bon, le fait est qu'on n'est pas lié avec ces gens-là, quoi qu'il arrive. J'ai parlé évidemment d'un certain Charles qui est une des deux personnes qui a inventé ce podcast. Donc Charles évidemment 23 ans, belge et canadien. 1m74. Vietnamien aussi. Vietnamien, c'est vrai. Ah oui? Oui. Eh ouais. Et c'est ça. Donc avocat, entrepreneur, karatéka aussi, guitariste et chanteur. Un homme à marier, moi je dis. Ça fait trop de choses. C'est ça. T'as vu comment je te vends bien quand même, hein? Je t'ai bien vendu. Ah ça? Et écoutez, moi, qui suis-je, Charles? Ah ben ça c'est une bonne question. Écoute, je vais reprendre mes notes ici parce qu'on sait que ma mémoire des fois elle fait défaut. Aïe. Jonathan, la première chose que j'ai notée c'est que tu fais 1m80. Bon, C'est déjà bien. C'est déjà ça. En plus de ça, tu es historien et avocat. Donc en plus de ça, Double casquette. il ne s'arrête pas juste à l'histoire, il ne s'arrête pas juste au droit, il fait les deux. Et il aspire à devenir peut-être un mélange entre Dupond-Moretti et Michel Onfray. Eh ben. C'est Vaste programme, de belles ambitions, hein, et je pense qu'il n'est pas sur la mauvaise piste. j'espère. En plus de ça, il est un petit peu trolleur de nature, mais il est loyal comme jamais, et je le répéterai toujours. Et il est source d'innombrables discussions philosophiques qui parfois donnent un peu des maux de tête. Donc, Autant pour moi. Mais aujourd'hui, surtout, le but de Libre Penseur, c'est pas qu'on soit deux juste à parler entre nous. Le but, c'est aussi d'avoir un invité. Et notre invité aujourd'hui, je vais le présenter, donc constitutionnaliste, comme dit Denis Lévesque à peu près tout le temps, docteur en droit, politologue, professeur, enseignant à la faculté de droit de l'UDM, membre du comité d'experts en vue de la réforme de la loi sur les langues officielles, chroniqueur notamment au journal Métro et au magazine Le Point en France, essayiste. Il a écrit ce titre que j'adore, La Terre est une poubelle en feu. Ce titre-là, j'adore. Chaque fois que je le vois, j'adore. il y a de quoi. C'est ça. Et il s'apprête justement le 18 mai à sortir un autre ouvrage sur lequel on va revenir à la fin, je peux vous l'assurer, qui s'appelle La bêtise insiste toujours. Et ce titre-là aussi, comme il nous disait avant, petite référence à Camus, mais on va y revenir. Donc ça sort le 18 mai. Comment ça va, Frédéric? Bonjour, monsieur, très bien. Plaisir d'être ici. C'est beau chez vous, hein? C'est bien fait. On voit, vous avez des bons présébourses quand même. C'est ça. On n'a pas le choix. Mais c'est ça. Donc ça fait super plaisir de t'avoir. Très réciproque. Puis deux petites anecdotes avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Quand on a commencé à penser à cette émission-là avec l'ami Charles, donc on parlait un peu, puis on se disait, bon, c'est quand même un concept qui est particulier parce qu'on va quand même parler de sujets qui peuvent être polémiques, puis on se disait, le but c'est quand même d'être à la cool, à discuter ensemble, sans être dans un contexte un peu trop coincé. Puis je me suis dit, la première personne que je pensais comme invité, ça serait Frédéric Bérard. Qui, quand je l'ai contacté en début février, je lui en ai parlé, il m'a dit avec grand plaisir. Je me suis dit, ok, super. Puis quand je l'ai recontacté mi-mars ou fin mars pour dire, hey, maintenant on commence à enregistrer, est-ce qu'on peut fixer une date? Je m'attendais à ce qu'il me dise, ah écoute, j'ai pas trop le temps. T'es pas mal occupé, on le voit. Puis le fait est qu'il a tenu parole. Puis le jour même, il m'a dit, oh, et quand tu veux, début mai, on est là. Et ce fait est que ça s'est fait. Donc déjà, merci d'être là et d'avoir tenu parole. C'est un plaisir. Puis deuxième petite anecdote, quand on se prépare pour cette émission, je cherchais un peu Frédéric Bérard, donc, parce que vu la liste de tout ce que tu as, puis j'ai à peine abordé le 1 centième de ce que tu as fait, il s'avère que sur Wikipédia, Frédéric Bérard, c'était un chirurgien français né en 1789 et mort C'est toi? en 1828. Et le fait est que nous, on a notre Frédéric Bérard. Ah ouais, tant mieux. Et donc, premier sujet, peut-être un sujet un peu polémique, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est venu récemment. Donc, il y a eu un jugement qui a été rendu il y a quelques semaines relativement à la loi sur la laïcité de l'État. Et donc, il y avait une contestation judiciaire, et ce jugement-là, on dirait qu'il convient un peu à personne, en fait. Moi, je connais des gens qui sont pour cette loi, d'autres qui sont contre.
Et en fait, on a l'impression que le jugement convient finalement un peu à personne. On va rappeler rapidement la loi, donc corrige-moi Frédéric, parce que c'est possible que je ne sois pas assez complet, mais la loi avait pour but justement d'enlever les signes religieux, en fait, d'interdire les signes religieux aux fonctionnaires québécois en position d'autorité, techniquement. Donc, Techniquement. c'est ça, c'est ce qui a été censé être dit, donc c'était ça l'objet de la loi, du projet de loi 21. Ce projet de loi donc était passé, évidemment, ils avaient utilisé la clause dérogatoire, sans rentrer dans les détails techniques, ça permettait justement, comme il y avait une atteinte à la liberté de religion, c'est à peu près évident, ça permettait justement de passer outre cette atteinte-là, mais il y a quand même eu une contestation judiciaire de cette loi. Est-ce que tu peux nous expliquer, ça reposait sur quoi cette contestation-là, justement? Oui, ben avec plaisir. Je dois faire attention parce que le dossier est maintenant en appel. Bien sûr. Ma déclaration d'appel va être déposée, je ne sais pas quand est-ce que votre podcast sera publié, mais de toute évidence, ça devrait être déjà fait à ce moment-là. Donc, je veux quand même faire preuve de déférence envers le tribunal, mais je pense qu'il est meilleur d'en discuter de manière objective. La loi 21, c'est quoi? C'est une loi qui vise à assurer, dit-on, la laïcité de l'État. Mais mes positions sont assez bien. Quiconque a lu un peu ce que j'ai à dire là-dessus, c'est où je loge. Je considère que ce n'est pas une loi qui traite de laïcité. Pourquoi? Parce que la laïcité, pour moi, c'est la neutralité religieuse. La neutralité religieuse. Et quand je dis pour moi, là, c'est pas Bérard. Je veux dire, ça me semble assez objectif là, comme conception. La neutralité religieuse, c'est l'État n'intervient pas d'une façon ou de l'autre. C'est-à-dire qu'il ne nuit pas, il n'aide pas. Or, pour regarder avec la loi 21, toutes les subventions aux écoles religieuses demeurent. Déjà là, il y a un sacré problème. Hein? Et pourquoi donc ça demeure? Ben là, il faudrait demander à François Legault et Simon Jolin Barrette qui sont les maîtres d'œuvre de cette loi-là. L'autre affaire, tu as dit tout à l'heure, Jonathan, quelque chose d'intéressant. Des fonctionnaires en position d'autorité. C'est ce que proposait Bouchard-Taylor à la base. Hein? Puis là, on sait, ça a duré 10 ans, cette affaire-là. Vous aviez Pauline Marois qui avait ri du rapport en disant que c'était un rapport d'Elvis Gratton. Puis là, ça avait mis Lucien Bouchard, le frère de l'autre Bouchard, en furie. Tout le monde avait un peu nié le rapport en question. Et là, tout à coup, là, c'est rendu le compromis Bouchard-Taylor. Comme si on pouvait faire un compromis sur les libertés individuelles. Et ça a été la position de Québec solidaire jusqu'à tout récemment. On dit, on adopte le compromis Bouchard-Taylor. Mais moi, ce concept-là de nous allons nous entendre, il faut violer les libertés civiles. Là, on n'a pas le choix. Alors, on va essayer de trouver une espèce de juste milieu où on les violera pas trop. Mais je trouve ça d'une absurdité. Et quand tu te mets à discuter avec ces gens-là, oui, mais pourquoi? De quoi tu me parles comme tel? Qu'est-ce que tu souhaites? Oui, mais c'est important, là, les positions d'autorité. Regardez le rapport Bouchard-Taylor. Les enseignants ne sont pas visés dans Bouchard-Taylor. C'est pas vrai, ça. Et donc, regardez maintenant la loi 21. Le syndicat des policiers, des policiers visés ont tous dit, nous, on s'en fout un peu de la loi 21 et on n'a pas de policiers qui portent des signes religieux. Bon, les gardiens de prison, leur syndicat, même chose. Les juges, pas plus. Il y en a peut-être un, apparemment, un juge Cohen qu'on m'a dit que j'ai jamais vu, que j'ai jamais croisé. Je sais pas s'il existe pour vrai ou si c'est une légende urbaine. Si c'est le cas, c'est ça. Puis si c'est pas le cas, mes respects. Donc, tout ça pour dire que même Taylor lui-même a quitté avec fracas, a renié son rapport en disant « Je suis désolé ». Regardez dans notre rapport, c'est écrit que cette crise-là, qui est celle des accommodements religieux, blablabla, n'a jamais existé dans les faits. Elle a été provoquée par les médias, en fait, par un média qu'on nommera pas, et a existé dans ce même média-là. Or, on a eu par la suite, moi et Bouchard, à nous entendre. Est-ce que, OK, ça prendrait quelque chose? Parce que sinon, on va se faire lyncher sur la place publique. On ne peut pas arriver après 2 ans d'audition, je ne sais pas combien de temps et quelques millions, vous dire, savez-vous quoi, tout est bon, inquiétez-vous pas. Il fallait arriver avec un truc pour calmer les racistes, essentiellement, disons-le. Donc, ils sont arrivés avec cette patente à gosse-là. Et Taylor a dit lui-même, après coup, j'ai fait une gaffe épouvantable parce que j'ai confirmé le sentiment de certains en disant qu'il fallait absolument retirer ce droit-là, qui est un droit prévu de la Déclaration universelle des droits de l'homme, Charte canadienne, Charte québécoise, et ainsi de suite. Or, quand vous regardez donc la loi 21, sa seule efficacité potentielle, c'est sur les enseignantes. Et je dis pas les enseignants, je dis les enseignantes. Je pense que 88 % des personnes visées par la loi 21 sont des femmes musulmanes. C'est pas dans Bouchard-Taylor, c'est le contraire. Pour le reste, là, ça devient délicat. Puis moi, ça me fâche un peu, parce que l'idée même de laïcité
on la vit déjà au Québec depuis les années 60. Ça, c'est actuellement, là, avant la loi 21, c'est de la vraie laïcité. C'est-à-dire que l'État québécois ne prend pas position pour le catholicisme, ne prend pas position pour le judaïsme, pour l'hindouisme, pour l'islam ou peu importe. L'État québécois ferme sa gueule. Par contre, il y a des employés de l'État québécois qui sont des individus à part entière, qui appartiennent à des communautés religieuses XY et qui ont le droit, ont cette possibilité d'afficher leurs croyances en question. Et là, il y a toujours le bon vieux disant « Oui, mais là, ouais, si tu laisserais ta fille se faire enseigner par une burqa. » Êtes-vous capable de me trouver une burqa qui enseigne au Québec? Ça n'existe pas, ça. Vous n'êtes même pas capable de me trouver une burqa tout court, quand même, que vous cherchez. Il y en a peut-être une au centre d'achat Côte-des-Neiges, là, puis ça doit être la même qui se promène depuis 10 ans, puis on ne sait pas si c'est une femme non plus. Donc, tu sais, je veux dire, à un moment donné, foutez-moi la paix. Il y a de la documentation là-dessus qui dit qu'il y a entre 40 et 50 burqas et niqabs pour l'ensemble du Québec. Or, ces femmes-là ont décidé ou se sont fait décider de s'exclure de la société, ce que je trouve d'une tristesse absolue. Je pose moi-même un jugement de valeur en faisant ça, mais c'est parce que vous prenez, c'est même plus une anecdote, là. C'est une mini goutte dans un océan de diversité pour essayer de me dire, voyez-vous, c'est ça l'islam. Voyez-vous, le danger, c'est ça. Puis vous voulez pas que vos enfants deviennent... Mais évidemment que je veux pas que ma femme, en fait, j'ai pas de femme, mais que ma fille porte un jour la burqa. Mais c'est pas la question. Oui, effectivement. Et comme on disait, donc, il y a une contestation judiciaire. Ça revient à compter. Ouais, mon préambule est un peu long, hein? C'est utile pour avoir aussi le contexte historique, mais c'est parce que tout est là. C'est ça qui est hallucinant dans cette histoire-là. Puis même Legault qui disait « Ah, c'est notre position, hein, modérée. » Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre que ta position est modérée? C'est quoi l'objectif? Et ça, je vous le dis, je l'ai plaidé, ça, je l'ai déposé en preuve. Et ça a eu, je pense, son petit effet. Parce que moi, je discutais justement de l'application de la dérogatoire, peut-être pas rentrer dans les technicalités, mais j'ai dit à M. le juge, j'ai dit « Avez-vous remarqué que le procureur général du Québec refuse de dire quel est l'objectif réel et urgent de sa loi? » Évidemment, le juge ne répond pas dans ce temps-là. Je vais vous donner une hypothèse. Pourquoi, justement, il préfère demeurer silencieux? Allez à la page X, preuve, machin, truc. C'est une déclaration du premier ministre du Québec, François Legault, qui est en interview avec Patrice Roy du Téléjournal. En temps normal, c'est crédible. À la question de Patrice Roy, qui est la suivante, « Pourquoi, monsieur le premier ministre, avoir adopté une telle loi? » La réponse de François Legault, et je cite, je la sais par cœur, « Ben, c'est parce que c'est important parfois de faire plaisir à la majorité. Hein? On vit dans une société où on veut éviter les extrêmes parce qu'on a des gens un peu racistes. » Je dis, et là l'objectif réel urgent, monsieur le juge. Pas moi qui le dis, c'est le premier ministre du Québec. Il vous dit essentiellement qu'il faut faire plaisir à la majorité. Donc là moi, à moins que je me trompe, je suis dans une cour de justice, devant un juge qui est investi du pouvoir de faire respecter la Constitution canadienne, incluant la Charte québécoise. Je suis devant une cour de justice qui a, sauf erreur, le rôle de jouer celui de rempart face aux exagérations de l'exécutif ou du législatif. Là, l'objectif réel urgent, si on enlève la dérogatoire, c'est quoi? C'est de faire plaisir à la majorité pour éviter les extrêmes parce qu'on a des gens un peu racistes. Je dis ça, c'est quand même stratosphérique, là, comme exemple, comme justification. Puis je vais vous en donner un autre exemple. Je veux bien. Si je vous dis, ah, pourquoi vous avez interdit l'avortement, là, M. Trudeau? Ben, écoutez, c'est parce qu'il faut faire plaisir à la majorité. Hein? On a des extrêmes dans notre société, puis il y a des gens qui sont vraiment misogynes, vous comprenez? Est-ce que ça aurait plus d'allure? Ça en aurait moins? Moi, je dirais que c'est pas mal la même chose. Donc, si tu veux faire plaisir aux racistes, en fait, si tu veux éviter que les racistes s'énervent en faisant plaisir à la majorité pour empêcher les extrêmes, c'est peut-être que, justement, à la base, cette loi-là ne tient pas la route. Et dans la décision comme telle, il y a plusieurs subtilités, il y a plusieurs éléments, il y a plusieurs volets, vous l'avez vu. Je pense essentiellement, évidemment, je peux pas me prononcer, mais c'est une décision qui est nuancée, qui est fouillée. J'ai vraiment, et je le dis pas par flagornerie, de toute façon, je veux dire, c'est pas devant lui que l'appel aura lieu, de toute évidence, mais un grand respect pour le juge Blanchard, qui a entendu les arguments, qui a eu des joutes verbales majeures, notamment avec moi. J'ai jamais reçu autant de fastball, de curveball, de knuckleball. Là, ça revolait de tout bord, de tout côté. Ça a été une plaidoirie. Je suis sorti de là, j'ai été brûlé raide, mais c'était intellectuellement
challengeant comme j'ai rarement été challengé dans ma vie. Et moi, ben c'est ça. Essentiellement, ce que je voulais, c'est qu'on révise la dérogatoire parce que je considère que c'est beaucoup trop facile pour un législateur d'aller s'asseoir derrière sa dérogatoire. C'est une espèce de forteresse disant « Je peux violer les droits qui me plaisent pour faire plaisir à la majorité, fermez vos gueules. » Moi, ça c'est aux antipodes d'un État de droit qui se respecte. Et donc, je vous épargne les détails, mais c'est ce que j'ai demandé. Et le juge Blanchard, je m'y attendais un petit peu, s'est déclaré lié par le stare decisis. Mais il a invité les tribunaux supérieurs à réviser le stare decisis au motif qu'effectivement, ça prendrait une condition d'application à la dérogatoire, essentiellement ce que je plaidais. Donc, on verra ce que les tribunaux supérieurs en pensent. Mais je vous dirais qu'au moins, ça m'a fait drôlement plaisir parce que pendant longtemps, moi, je plaidais ça, je parlais de ça, puis je faisais rire de moi. Encore même, après l'avoir plaidé, mes chums qui écoutaient par Teams ou machin, ils disaient « Ah, OK, t'es bien beau, bien fin, mais t'as absolument aucune chance de gagner ça. Jamais les tribunaux canadiens vont revoir la dérogatoire. C'est sacré, la dérogatoire. » Et ça, vous voyez, ça m'a confirmé que quand t'es convaincu d'un truc qui est basé sur conception quand même assez ferme de la justice, ben peut-être que t'es pas seul à le penser non plus. Et peut-être que j'ai été chanceux, peut-être que les tribunaux supérieurs diront « Ben non, c'est pas une bonne idée, auquel cas je respecterai la décision. » Mais le message que j'envoie là-dessus, à vous puis aux autres jeunes juristes qui écoutent, puis à n'importe qui, en fait, au final, c'est que peu importe le résultat de tout ça, quand vous avez une idée qui est basée justement sur un sentiment de justice ou d'injustice, ben ça vaut peut-être la peine de le faire valoir et de ne pas lasser la serviette en disant « ben ça a déjà été décidé, puis on s'en fout », même si ça semble trop audacieux, même si ça semble trop iconoclaste, en quelque sorte. Oui, effectivement. Après, c'est vrai que nous, quand on avait étudié justement la faculté avec cause dérogatoire, on nous disait juste que les seules conditions, c'est qu'il y a une limite dans le temps, et on nous disait c'est un coup politique, et ça s'arrêtait là. Exact. Donc c'était un peu... on va dire Mais même là, le jugement, une petite phrase que j'en ai sortie, c'est que le juge disait que ça ressemblait à une banalisation et de l'indifférence quant à la portée réelle de l'exercice de la dérogation. Et je trouvais que ça frappait à mort parce que... Avez-vous le paragraphe 777? Non, je ne l'ai pas devant les yeux, malheureusement. En tout cas, si jamais ça vous tente d'aller le voir... Ah, mais tu l'as posté sur Facebook, je pense. Ouais. Je l'ai lu. 777, en fait, c'est extrait de ma plaidoirie. J'étais assez content parce que, comme je vous dis, on verra, là, pour tout de suite, il n'y a rien qui change. Mais au moins, le pavé est dans la mare. Et puis voilà. Puis ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que c'est difficile pour le pouvoir judiciaire d'aller à l'encontre d'un mouvement de masse. Mais en même temps, les juges vivent dans la même société que nous. Mm-hmm. Mais en même temps, c'est quoi le rôle du juge, sinon ça? Pourquoi on a des juges non élus, justement? Pourquoi on a des juges qui, contrairement à ce que plusieurs essaient de s'amuser à dire, ont quand même une indépendance marquée, une impartialité marquée. Il n'y a pas de processus public politique comme aux États-Unis. Regardez les décisions de plus... Même, il disait que le juge Blanchard est un juge fédéral, mais c'est n'importe quoi, ça. Je veux dire, c'est lui-même qui avait ordonné au gouvernement fédéral d'octroyer, de refiler, en fait, ces données en rapport au registre des armes à feu à Québec. Donc, vous voyez, c'est trop simple, ça. C'est des excuses un peu poches. Et ceci dit, tu as besoin, justement, de tribunaux, et là, je parle pas nécessairement de cette édition, mais de manière générale, qui sont prêts à aller à l'encontre de l'humeur populaire. Parce que faites l'histoire des 100 dernières années au Québec, ou même au Canada, ben il y en a des minorités qui en ont eu plein la gueule. Les Japonais en ont eu plein la gueule, les Chinois en ont eu plein la gueule, les Juifs en ont eu plein la gueule, de manière différente. Puis là, je mets pas tout le monde sur un même pied d'égalité. Il y a des nuances à apporter, vous avez compris ça, mais des Haïtiens aussi, des Italiens, des Irlandais, on est toujours un peu la minorité de quelqu'un d'autre. Les francophones québécois et les francophones hors Québec sont encore victimes de racisme systémique, parce que le racisme, c'est pas juste de la biologie, c'est la culture aussi, donc la langue, la religion. Et d'oublier cette notion-là, moi, je trouve ça assez hallucinant. Puis souvent, la minorité devient elle-même oppresseur. Et donc, il faut que les tribunaux débarquent et disent, moi, je m'en fiche du sondage en question. Moi, mon job, c'est pas de savoir si léger trouve que j'en ai rien à foutre. Ma job, moi, c'est de faire respecter la liberté de religion, la liberté d'expression, le droit à l'égalité, peu importe comment on appellera ça, dans les cadres prévus par la jurisprudence. Et moi, ce qui m'a particulièrement fait plaisir, puis je complète, c'est qu'il y a eu beaucoup de preuves qui ont été présentées devant le juge en question, notamment des femmes musulmanes enseignantes qui, bon...
Et on a eu des profs comme de Stanford, par exemple, qui sont venus expliquer. OK. Là, ça a été une grosse affaire. Ça a duré 7 semaines, les auditions, je vous jure. C'était drainant. Ah oui, Chaque c'est jour, pas- là. C'est pas, on plaidait pas 10 minutes. C'était 7 semaines, pardon, temps plein. Et le prof de Stanford est venu, qui faisait des études là-dessus, qui est un expert top. Il est venu expliquer que, souvent on entend ça, hein, il faut pas que les enfants soient confrontés au voile, parce que là, ça va mal virer, Oui. puis ainsi de suite. Or, lui est venu démontrer tout à fait le contraire. Il dit que, basé sur des études déjà complétées, il n'a pas écrit ça sur un Kleenex, sur un coin de comptoir. Il dit, écoutez, les élèves de la majorité ont tout à gagner à se faire enseigner par quelqu'un issu de la diversité. D'un point de vue juste cognitif, là, juste de manière mathématique, là, pour l'expansion des réflexes, d'un point de vue quotient intellectuel, d'un point de vue développement cognitif, il dit c'est excellent, c'est la meilleure chose qui peut arriver. Donc, je vous fais grâce, évidemment, de ce qu'il y en est pour ceux de la minorité qui voient, enfin, dans la diversité, une espèce de role model. Ben, exactement. Je veux dire, ça prend pas la tête à Papineau pour le comprendre. Ils disent, moi aussi, je peux réussir. Moi aussi, je veux être comme Madame Fatima un jour. Puis lui, c'est surtout des exemples en rapport à des Noirs aux États-Unis qui, évidemment, sont dans des situations minoritaires dans bien des cas. Et donc, tout ça pour dire que tout cet argumentaire-là qui a été spiné pendant longtemps, c'est de la frime. On avait Paul Lead, qui est un prof ici en sociaux à l'UQAM, qui est venu expliquer que, contrairement à ce qu'on dit et ce qu'on pense, selon ses études, au grand maximum, et ça, c'est même pas clair que ça existe, mais il y a pas 5 des femmes musulmanes québécoises qui portent le voile par obligation. Il dit, il n'est même pas sûr qu'il arrive à 5. C'est sûr que c'est en bas de 5. Donc, ça me dit, si c'est ça, c'est 5 de trop. Je suis d'accord. Mais ça veut quand même dire qu'il y a 95 des femmes qui le portent par choix. Or, tu vas faire quoi? Pour éviter ces 5-là, tu vas empêcher à ces 95-là la possibilité de travailler. Puis en les empêchant de travailler, tu crées quoi comme phénomène? Tu les ostracises. Ouais. Ces femmes-là parlent français, travaillent pour l'État québécois, sont intégrées à la culture, enseignent à nos enfants. Je veux dire, qu'est-ce que tu veux de plus? Puisque selon le narratif identitaire, là, il serait attaché à un calorifère dans un sol par un barbu à se faire fouetter. Là. C'est pas ça, là. Ils travaillent, ils paient leurs impôts, ils sont partie prenante Ça, à nos il faut les sociétés. intégrer à notre société. Ils sont là, ils sont C'est déjà ça. intégrés. Donc, vous voulez qu'ils retournent à la maison? Mais c'est Exactement. complètement contre-productif. Donc, tu sais, je veux dire, moi, je tombe pas dans la facilité en disant si tu es en faveur de la loi 21, t'es raciste. On devrait pas dire ça parce que c'est plus complexe que ça. Non, il y a des nuances. Et tu peux être en faveur d'une certaine forme de laïcité sans être raciste. Même moi, pour tout vous dire, moi, je suis athée blindé. Je crois pas à la religion, ça m'intéresse pas du tout. Ma fille n'est même pas baptisée, je l'ai jamais amenée à l'église, ça doit faire, je me souviens plus de la dernière fois que je suis allé là, j'ai 0 et une barre intérêt. Mais on s'en fout de ce que je pense. On s'en fout, ça n'a aucune importance. C'est ça, une société libérale. Et je rappelle aux gens, pourquoi vous pensez que la Déclaration universelle des droits de l'homme a fini par garantir la liberté de religion? Puis pourquoi vous pensez qu'elle est arrivée, cette Déclaration universelle des droits de l'homme? Qu'est-ce qui s'est passé quelques années avant? Bon, ben c'est ça. Et là, je suis pas en train de faire de lien entre ça puis la loi 21, ça n'a rien à voir. Qu'est-ce qui, contrairement à ce que d'autres peuvent dire, moi, ce que je dis, tout simplement, c'est que cette liberté-là n'est pas moins importante que les autres. Elle ne l'est pas plus, cela dit. La liberté de religion n'est pas absolue. Elle n'est pas au sommet d'une hiérarchie quelconque des droits. C'est faux de dire ça. Il y en a qui disent, ah oui, mais regardez, les chafias, là, ils tuent au nom de la religion. Sont où, les chafias, aujourd'hui? Ils sont en prison pour le restant de leur jour. Pourquoi? Parce que tu peux pas violer le code criminel au nom de la religion. Tu sais, dans le terme accommodement raisonnable, il y a aussi le mot raisonnable, la dernière fois que j'ai regardé, là. Bon, ben c'est ça. Donc, ça pour dire qu'on a perdu cette perspective. Puis moi, je vous garantis une affaire. Regardez depuis, 12, 13, 14, 15 mois, c'est quand la dernière fois que vous avez entendu parler des musulmanes ou des musulmans tout court là, dans les médias québécois? À peu près 0 puis une barre. Pourquoi? Parce que là, on parle de pandémie. L'attention est ailleurs. Quoi, est-ce qu'il y en a moins de musulmans là, depuis la pandémie? Il n'y en a pas moins. La réalité, c'est qu'il n'y a jamais eu de cas. Donc, voilà. Ouais, clairement. Est-ce que tu étais surpris du juge que justement, comme je l'expliquais, tu avais l'aspect, le juge a dit, la loi s'applique sauf pour justement les commissions scolaires anglophones. Et j'ai vu aussi les députés de l'Assemblée nationale, j'ai pas compris pourquoi eux étaient exclus de l'application de cette loi. Mais est-ce que tu étais surpris déjà par ça? Je veux pas trop me vanter, mais j'aurais dû, à part sur une affaire, je veux pas dire quoi, là, parce que c'est un truc d'appel, mais à part sur un truc, j'aurais dû parier à Vegas. T'avais vraiment prévu? Ouais, je serais pas ici avec vous si j'avais parié à Vegas là-dessus. Je serais à Vegas, justement. Sérieux, à ce point, t'avais vraiment prévu?
23, je l'avais dit à peu près. Ouais. Puis sur 33 aussi. Okay. Justement, tu peux nous expliquer pourquoi juste les députés ne sont pas touchés par ça? Ah, puis les députés, ben, c'est facile. Hein? C'est que les droits et libertés qui ne sont pas assujettis à la dérogatoire, c'est les... Bon, en fait, la dérogatoire s'applique aux articles 2 et 7 à 15. Donc, ceux qui ne sont pas, c'est donc 3 à 5. Et 3 à 5, c'est les droits démocratiques, dont notamment toutes les questions du fonctionnement des assemblées législatives, que ce soit à Ottawa ou dans les provinces. Or, ici, le juge a dit, bon, ben, coudonc, puisque cette loi, il ne l'a pas dit clairement, mais en fait, c'est quand même pas mal clair. Cette loi-là, sans dérogatoire, ça n'aurait pas toffé 5 minutes, là. On n'aurait pas passé 7 semaines de notre vie. On aurait passé probablement un avant-midi, le temps de se dire bonjour puis bonsoir, tu sais. Et donc, aussitôt que les dispositions ne sont pas assujetties à 33, boum, notamment sur la question des députés et sur la question de 23. Ce qui en dit quand même assez long sur est-ce que cette loi-là est constitutionnelle ou pas. Et moi, j'ai trouvé ça, je vous dirais, assez amusant quand j'ai vu la décision sortir. Puis là, évidemment, tous les journalistes qui ont écrit là-dessus, ben oui, c'est une décision de 240 pages. Tu n'as même pas lu 3 lignes. Ce qui m'a surpris aussi, je pensais que les juges seraient exclus de l'application de la loi, mais visiblement pas, en fait. En lisant le jugement, je sens que les juges... En tout cas, ils disaient que ça s'appliquerait aux juges, mais techniquement, non, en fait. Parce que, OK, ça, par contre... Ça, je veux bien entendre. Ça, je suis assez fier de moi. Je vais vous dire pourquoi. Parce que quand c'est sorti, Bouchard-Taylor disait les fonctionnaires en position d'autorité, c'est-à-dire les policiers, les gardiens de prison. Les gardiens de prison, qui c'est qui a peur d'un gardien de prison? Qui connaît un gardien de prison? Tu sais, je dis, bon, en tout cas, j'en ai rencontré 2 dans ma vie. Pas en prison, toujours? Non, pas en prison. C'est mieux comme ça. Et les juges. Et là, ça sort, puis là, oui. Puis là, tu peux pas te faire juger par... Et je vous jure, j'ai eu un flash, puis je suis pas fier de moi, parce que je trouve que je l'ai eu tard. Et je me suis dit, mais putain, ça n'a pas d'allure, ça. Attends une minute, là, wow. Là, t'as le législatif qui irait dire au judiciaire comment s'habiller ou comment ne pas s'habiller, en violant au passage la liberté de religion propre à chacun des individus, c'est-à-dire... les juges ici, mais c'est n'importe quoi. Je veux dire, la séparation des pouvoirs, là, c'est quand même pas léger qui va décider quand est-ce que ça s'applique, là. Je veux dire, le législatif, l'exécutif est même pas capable de dire aux juges de payer leur parking 18$. Penses-tu qu'il va leur dire, toi, t'as une kippa, toi, tu sièges pas? Mais non, c'est quoi cette affaire-là? Et puis là, ça avait parti. Puis là, il y en a qui avaient commencé à dire, mais oui, ça n'a pas de bon sens. Puis là, à un moment donné, j'étais parti là-dessus, puis je m'étais réconforté dans mon idée que ça n'avait pas d'allure. Mais tout ça pour dire quoi? Puis je dis que je suis fier de moi, j'exagère un peu, mais c'est juste pour dire que quand tu embarques dans l'espèce de boucan de l'humeur populaire, puis le rapport Bouchard-Taylor nous dit que... Puis là, tout le monde te parle de ça. Ça devient comme une parole d'évangile, c'est un mauvais jeu de mots. Mais tu te dis, oui, mais attends, là, est-ce qu'on peut prendre un pas de recul, réfléchir à l'affaire, puis réaliser peut-être que c'est débile, cette histoire-là? Puis justement, c'est un peu comme je disais sur la question de la dérogatoire. Quand tu prends cette espèce de pas de recul, tu regardes ça de manière plus froide, tu te dis, mais ça n'a pas de bon sens. Puis dans ce cas-ci, c'était un peu ça. Et je pense qu'il n'a pas pris le risque d'aller se faire ramasser par les tribunaux là-dessus. Et le juge Blanchard avait même dit en audition, je me souviens plus à qui il parlait, il dit, c'est au PGQ, MLQ, PDF, je sais pas trop, il avait dit, moi, là, maître X, là, mes collègues là, dans le Canada, du reste du Canada, là, qui portent le turban sikh, vous voulez que j'aille leur dire quoi? Qu'ils n'ont pas l'air impartiaux, même s'ils ont prêté un serment d'office parce qu'ils ont un turban sikh? Vous voulez que j'aille leur dire ça dans ma décision? C'est ça que vous voulez que j'aille leur dire? Alors, c'était beau à voir ça. Il y aurait un beau documentaire à faire là-dessus. Et non, effectivement, c'est un sujet. Regarde, ça va aller en appel. Est-ce que tu penses que ça va se rendre même en Cour suprême? Ah, ben oui. Ah, tu penses que la Cour suprême va vouloir se prononcer là-dessus? Ah, officiel. Ah, ouais? Ah, oui, je pensais qu'ils n'oseraient pas trop se frotter à ça en disant, ça fait beaucoup de en fait, ils n'ont pas le choix hein. parce que c'est la première loi du genre. Ben, ils n'ont pas le choix. Ils ont toujours le choix. Mais c'est la première loi du genre, hein, au Canada. Et ce qui est particulier aussi, c'est la question de la révision de la dérogatoire. Parce que ça joue pour l'ensemble du Canada, ça joue pour l'ensemble
évidemment, là, ça c'est ma marotte, là, les gens ne sont pas obligés d'embarquer là-dedans, mais de l'état de droit, de la protection de l'état de droit, comment on conçoit les libertés civiles au Canada. Est-ce qu'on veut qu'un législateur qui soit québécois, qui soit fédéral, qui soit, je sais pas, albertain, puisse dire, ben moi, je viole les droits, je m'en fous, j'adopte la dérogatoire, puis fermez vos gueules, vous n'avez rien à dire, vous n'avez pas à chialer. Est-ce qu'on veut ça? Moi, je veux pas ça. Moi, j'aimerais que le législateur soit capable, soit obligé, en fait, soit forcé d'expliquer quel est l'objectif réel et urgent derrière sa loi. Et après, c'est tout. Moi, c'était ça ma suggestion. Puis ça l'est encore. C'est tout. Fait juste de dire c'est quoi l'objectif réel et urgent derrière la loi. Et évidemment, vous avez compris mon piège, entre guillemets, en rapport à la loi 21. Bien, l'objectif réel, François Legault nous l'a dit. Hein, c'est faire plaisir à la majorité pour éviter les extrêmes parce qu'on a des gens un peu racistes. Je pense pas que c'est un objectif qui serait considéré comme réel et urgent par la Cour. Bon. Mais au-delà de ça, ça éviterait toutes sortes d'affaires. Puis en même temps, ça permettrait quand même de respecter l'intention du constituant. La dérogatoire, c'est préserver la souveraineté parlementaire. On veut s'assurer que le législateur ait le dernier mot face au juge. Moi, ça me va. À quelque part, je peux vivre avec ça. Mais pas dans n'importe quel cas. Pas n'importe comment. Et là, il y a toute la question, je ne veux pas rentrer dans le sophisme de la pente glissante, mais si tu es capable de me démontrer que l'objectif est réel et urgent, le reste, bon, la connexité, c'est peut-être pas parfait, c'est peut-être ça, mais peut-être que là, c'est rendu un choix du législateur, c'est peut-être plus politique. Le juge Blanchard lui suggère qu'il devrait y avoir la preuve d'une connexion et tout, puis ça peut s'appliquer aussi rendu là. Mais tu veux éviter ça. Et puis vous avez peut-être nous disait qu'il y a un des avocats qui avait comparé la loi 21 à la loi de Nuremberg. Il me parlait de ça. Puis ça, c'est Azim, qui est un des avocats brillants qui était avec nous. En fait, pas la même cliente. Moi, c'est la Fédération autonome d'enseignement du Québec. Lui, c'est une autre cliente, mais c'est parce que c'est pas vrai. C'est pas ça qu'il a dit. Ce qu'il a repris comme exemple, il a plaidé tout juste après moi, le lendemain matin, après moi, il a plaidé ce que j'ai plaidé la veille, c'est que la dérogatoire ne devrait pas s'appliquer de manière blindée sans condition de fond. Et il a donné des exemples puis que je trouve brillants. Je suis désolé. Oui, c'est audacieux, puis moi, j'avais dit, fais pas ça. Fais pas ça parce qu'il y a tellement de bozos dans les médias, ça va mal finir. Puis évidemment, ça a mal fini. Mais il l'a fait pareil, mais il avait raison sur le fond de le faire en disant, s'il y avait une loi de Nuremberg adoptée demain, est-ce qu'on pourrait aller se cacher derrière une dérogatoire? Évidemment que c'est une hypothèse. Il n'y a personne qui dit que le gouvernement Legault est nazi ou des tendances nazies ou des tendances fascistes. Il n'y a personne qui pense ça. C'est n'importe quoi. Ça n'a jamais été discuté ça en cours. Je dis, on n'est même pas proche de référer à ça. Mais s'il y avait... Ça s'appelle un exemple, c'est de la théorie, c'est de la discussion, on fait de la philo, là. Je pense qu'on peut être capable, dans une société qui se respecte, de réfléchir au-delà des petits cas d'espèces puis du casse-tête qu'il y a devant nous. Est-ce qu'on peut penser qu'un jour, une société pourrait l'échapper avec les lois Nuremberg? J'espère que oui, parce que c'est déjà arrivé. Puis ça fait quand même pas 8 millions d'années de ça fait même pas 100 ans. Or, qu'est-ce qui arriverait dans un cas comme celui-là? Est-ce qu'on dirait, qu'est-ce que vous voulez, on peut pas s'en mêler, hein? Il y a une dérogatoire, puis ça finit là? C'est tout ce qu'il a dit. Le test, là, il est très léger. Hein, c'est 5 ans. C'est tout. La réalité, c'est que, comme n'importe quoi, il y a des spectres. Or, il y a une loi qui peut porter atteinte de ça, minimalement, à une liberté civile. Ça peut être la loi 21, si on veut. Et à l'autre bout du spectre, il peut y avoir une loi de Nuremberg. Et entre les deux, il y a d'autres affaires. Bon. Or, est-ce que... Si on applique la conception actuelle de la Cour sur la dérogatoire, est-ce qu'on maintiendrait cette posture-là avec une loi nazie? La question est intéressante parce qu'il y en a qui me disent « Non, on préserve la souveraineté parlementaire à tout prix, c'est eux qui ont le dernier mot. » Êtes-vous sûr de ça? Basé sur la prémisse que nos souverains, nos parlements ne sont pas des fachos, oui, ça me va. Ouais. Mais le jour où ils veulent devenir fachos, on fait quoi? On laisse ça aller? Non, c'est sûr que ça fait peur. Non, mais c'est ça. T'as raison, effectivement. C'est ça l'affaire. Il y a un vrai débat à avoir de société, et judiciaire surtout, mais... Je pense. Et toute la désinformation, moi, m'a dégoûté, honnêtement. Et je vous jure, ça a été difficile, ce procès-là, pour ça. Je suis content que tu aies parlé justement de cette comparaison. Moi, quand j'avais lu les médias qui en parlaient, ils parlaient, oui, il a comparé avec la loi Nuremberg, je me dis, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et tu remets ça en contexte en expliquant c'était quoi la démonstration derrière. Et la démonstration elle-même a du sens, quand même. On s'entend. Total. Puis moi, juste pour les écœurer, je m'en sers dans mes cours maintenant. Mais parce qu'elle est fascinante,
cette réflexion-là? Ça fait réfléchir, bien franchement, mais c'est vrai que tu me l'as posé, je me suis dit, effectivement, la réflexion, elle mérite d'être posée. On l'a vu aujourd'hui, Joseph Facal, il était pas capable de se trouver un ami noir là, qui niait le racisme systémique, alors il en a inventé un. J'ai vu ça sur le journal. Non, mais il faut le faire. Là. Tu sais, quand tu es rendu que tu es incapable de trouver des vrais témoignages, tu t'en rêves un, puis tu dis, juste une blague, j'ai jamais reçu ce courrier-là, mais j'aimerais ça le recevoir. Hey, ça peut aller loin, là. Moi aussi, là, je peux m'amuser avec ça, puis beaucoup de gens, là. Tu sais, ça s'appelle des fantasmes, là. Fait que tu es en train de nous dire que les Noirs, tu es incapable de trouver un Noir qui nie racisme systémique, alors tu l'inventes. C'est merveilleux. Et tu me donnes la transition parfaite pour aborder notre deuxième sujet, justement, sur le racisme. Je t'ai laissé parler en disant c'est parfait. Il se dirige tranquillement. Je savais que j'allais y arriver tôt ou tard, Mais oui. même sans y penser. C'est ça. Puis le fait est que c'est un sujet que tu voulais aborder, justement. Tu m'en avais parlé quand on discutait un peu des sujets qu'on voudrait aborder dans cet épisode de podcast. Et tu me disais que tu avais eu un méga Twitter fight à la base. C'est pour ça que tu m'en avais parlé au tout début. Ah ouais? Ouais. Avec qui? Je me rappelle plus. J'en ai eu beaucoup. Ouais, c'est ça, t'en as quand même souvent. Attends, je me rappelle plus. Mais ah oui, parce que je me rappelle plus quel politicien avait comparé la Shoah avec du racisme. L'Élysée. C'est ça. C'est ça, et tu m'as dit que tu t'étais... Ouais, c'est parce que j'avais écrit une chronique, je ne sais plus, là, c'était quoi la chronique exactement. Là, j'ai écrit sur racisme systémique une fois de temps en temps. Et lui disait, ah oui, là, moi je disais, ça n'existe pas le racisme anti-blanc en sociologie. Ça n'existe pas. Et ça existe dans vos têtes, mais en sociologie, c'est un concept inexistant. Parce que l'homme blanc, voilà comme tu veux, c'est bien plate ou c'est bien le fun, positionne-toi comme ça te plaît, mais l'homme blanc n'est jamais en position d'opprimer, il est toujours en position d'oppresseur. Bon, historiquement parlant... Donc, ce que tu dis, c'est que le racisme systémique vers les Blancs, ça n'existe pas. Exact. Et le racisme envers les Blancs, est-ce que ça existe? Oui, il peut y avoir des imbéciles, des individus, je sais pas moi, un Noir, tiens, un Vietnamien qui dit j'en ai contre les Blancs sont des salauds, les Blancs sont des menteurs, les Blancs sont sont perfides, ce que tu veux. Mais ce casse de bain-là, c'est un casse de bain. Je veux dire, ça ne veut pas dire qu'il y a du racisme systémique. Ça ne veut pas dire que le racisme anti-blanc est érigé en système et que les Blancs peinent à se trouver des jobs, se font interpeller par les flics et ainsi de suite. Parce que le racisme systémique, c'est quoi? Si on vient à la base, encore là, c'est pas du génie nucléaire à comprendre. Là. C'est un système qui s'est érigé, qui a des biais inconscients, qui fait en sorte que si tu n'es pas blanc, mais c'est plus difficile de trouver une job, c'est plus difficile de trouver un logement, puis tu vas te faire écœurer davantage par la police. Bon, et souvent, ce n'est même pas volontaire. Par exemple, tu reçois des CV, tu es un employeur. Je vais peut-être penser à Martin Gagnon, qui était peut-être mon voisin à l'époque à Mont-Laurier, versus Mohamed Adboula, que je ne sais pas c'est qui, j'ai rien contre lui, mais je le connais pas. Mais à quelque part, il y a un réflexe, il y a un biais qui exclut Mohamed en question. D'ailleurs, il y a eu une étude là-dessus qui a été faite. J'ai sorti la statistique. Si on a un candidat avec un nom comme Tremblay, mais les mêmes compétences, le même CV, juste un nom différent, un nom comme Tremblay a 60% de chances de plus d'être convoqué pour un entretien d'embauche qu'une personne avec un nom comme Traoré. Il faut préciser que c'est pas qu'au Québec. En France, ils ont fait les mêmes essais. Ça a été le même résultat. Mais c'est sûr. Puis moi, je l'ai dit souvent. J'ai jamais dit que les Québécois sont racistes. C'est con, cette posture-là, à la base, parce que, un, ça m'inclurait. Puis deux, je veux dire, les Québécois, c'est pas un bloc monolithique. Foutez-moi la paix avec ça, là. On est une société pluraliste. La réalité, c'est qu'il y a un système qui fait en sorte qu'il y a des billets. C'est tout. C'est pas grave. Je veux dire, je me sens pas visé, moi, quand je dis ça. Je suis pas en train de m'auto-flageller. Je me suis pas arraché un bras. C'est ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, j'ai l'impression, nient l'existence du racisme systémique parce qu'ils sont blancs, ils se sentent visés là-dedans. Et alors, ils ont l'impression qu'on dit, toi, comme personne, c'est ta faute aussi, t'es raciste. Je suis pas raciste. Puis, tu sais, Jean-François Lisée disait ça à Couillard quand il voulait faire une commission sur racisme systémique. M. Couillard veut faire le procès des Québécois. Il ne veut pas faire le procès des Québécois. Ils l'ont fait en Ontario. Est-ce que le feu a pris dans la grange? Est-ce que les Ontarios se sont garochés dans le lac Ontario en disant « nous sommes des racistes ». Ben non. Ils voulaient juste savoir, OK, c'est plus difficile de se trouver un logement puis un job. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? C'est si compliqué que ça? Et j'ai sorti, il y a de ça quelques mois, des cas d'interpellation policière auprès de Noirs, des Africains dans ce cas-ci. Un qui s'est fait arrêter pour un truc de patates frites, puis un autre qui était avec sa fille, 3 chars de police. Ouais. 3 chars de police. Puis plus l'affaire Camara qui a été très, très publicité. Les 2 autres cas, c'est moi qui les ai sortis. Puis ça a levé ni plus ni moins. Mais vous en connaissez beaucoup, vous, des Blancs qui se sont fait arrêter pour des trucs de patates frites? Vous en connaissez beaucoup, des gars qui se sont fait arrêter avec leur fille à côté pour un faux permis de conduire. Comment ils pouvaient savoir qu'il y avait un faux permis de conduire avant de l'arrêter à 3 chars de police? Absolument. Puis la réalité, c'est qu'il n'y avait pas de faux permis de conduire. Donc, tout ça pour dire que ce sont des exemples dégueulasses. Puis je suis pas en train de dire que tous les policiers sont racistes, mais non, mais il y en a du racisme systémique chez les policiers. C'est pas moi qui le dis, c'est le boss du SPVM. Justement, moi, je t'avais dit, le racisme systémique, c'est des sujets qu'on maîtrise
maîtrise pas encore. Ouais. Parce que, est-ce que c'est quelque chose qui est forcément des biais cognitifs, quasiment des trucs qui sont quasiment de naissance ou de culture, ou ça peut être aussi, avec le racisme systémique, c'est inclus les politiques de l'État qui vont faire en sorte Ah, que... c'est l'institution, oui. Moi, je pense qu'ici, au Québec, le racisme systémique est beaucoup plus accidentel, en quelque sorte. Je ne crois pas qu'on a des lois racistes. Je ne crois pas qu'il y ait une volonté d'exclure les minorités. Bon, là, c'est sûr que la loi 21, ça, c'est plus problématique parce que je pense pas qu'il y a beaucoup de catholiques qui se trouveront pas de job à cause de ça. Mais du reste, des exemples institutionnalisés de racisme systémique, je pense pas. Même, par exemple, la Ville de Montréal, puis il y en a d'autres. Il y a plusieurs ministères au Québec, qui visent des programmes d'embauche dans les communautés culturelles, notamment d'un point de vue chez les policiers, puis ainsi de suite. Puis là, il y a un rééquilibrage qui est en train de se faire, qui prend du temps, évidemment, parce que là, tu peux pas mettre dehors tous les Blancs pour les remplacer. Bon, on s'entend bien, puis c'est pas ça l'objectif non plus. Mais bref, moi, je pense que c'est beaucoup plus accidentel, ce qui n'empêche pas qu'il puisse y avoir des racistes finis au sein même des institutions qui, évidemment, puis là, je parle du Québec, mais beaucoup plus des États-Unis, on s'entend. Et moi, quand j'entends dire « Ah, le racisme systémique, ça n'existe pas, c'est un concept américain », je veux dire, c'est pas parce que t'es moins gros que Youpi que t'es pas gros un peu, hein? Ça va, là? Je veux dire, tu peux être quand même en surplus de poids, même si tu pèses pas 800 livres. Ben le Québec, c'est un peu ça. Le Québec a des exemples de racisme systémique qui sont évidemment mineurs versus les cas de George Floyd, versus ce qui se passe en Georgie. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Donc moi, je veux dire, je ne veux pas prendre des mesures qui seraient nécessaires pour enrayer le racisme systémique en Georgie, mais j'aimerais ça prendre des mesures proportionnelles aux problématiques québécoises. Exactement. Est-ce que c'est normal qu'un gars, parce qu'il est noir, puis là, il est noir, puis là, il est noir, puis il est noir, se fait arrêter, ou là, on n'a même pas parlé peut-être du plus important depuis quelque temps, le racisme systémique envers les Autochtones? Ben vous en connaissez des Blancs, vous, qui a subi le sort de Joyce Akakan? Mais c'est horrible. Juste de savoir, on va à l'hôpital, puis on se fait insulter, on se fait moquer pour ensuite mourir. Le pire, si je peux dire ça comme ça, c'est qu'il y a eu un beau regroupement qui a été créé qui s'appelle Pour Joyce, ou les Amis de Joyce ou Pour Joyce. Et puis moi, mon chalet, où je vis maintenant essentiellement, qui est à Saint-Michel-des-Saints, tout juste à côté de la réserve à Tikamek de Manawan. Je suis tout près, puis je vais ici et là. Et donc, sans dire que je les connais bien, mais je comprends un peu le contexte. Et ces gens-là, qui vivent dans des conditions difficiles, je vais y aller d'un euphémisme, ont demandé à l'Assemblée nationale de reconnaître une motion qui dit qu'essentiellement que les Autochtones ont le droit aux mêmes soins de santé que les autres Québécois. Hey, ça me semble pas être du génie nucléaire, là. La motion a été battue. La motion a été battue parce que qui contrôle l'Assemblée nationale, c'est la CAQ. Et ils ont craint que si on accepte une motion comme celle-là, ce serait de reconnaître le racisme systémique. Pourquoi il y a une telle résistance à reconnaître? Je dis pas forcément le Québec, mais on voit que tu me dis que finalement, c'est pas une volonté de s'auto-flageller. On met beaucoup de nuances dans ce qu'on dit, donc c'est pas non plus, on n'est pas en train de dire que tout le monde sont des racistes. Au contraire, on dit que c'est plutôt sociétal, qu'il y a des biais cognitifs qui existent. Pourquoi tu as une telle résistance à reconnaître? C'est ça, la première fois que la question a été posée à Legault, il a dit que ça n'existait pas. Ben non, puis il le dit encore aujourd'hui. Le racisme anti-blanc, vous savez où c'est né? Vous savez qui a eu cette idée-là, le premier? C'était Jean-Marie Le Pen, c'est ça? That's it, bravo. Jean-Marie Le Pen a inventé le concept au début des années 80. C'est le racisme anti-blanc. Or, regarde la trajectoire de certains de nos intellos, là. Le racisme anti-blanc, ils s'en sont servis pas mal longtemps. Puis là, à un moment donné, moi je me fais un plaisir pour les écœurer avec ça. Je savais que ça vient de Le Pen. Puis là, ils ont fini par le lâcher. Là, fait que là, on vire ça de bord. Puis le truc de Facal, aujourd'hui, c'était ça. Ah, là, je suis tanné, là, que là, les Noirs, gna, gna. Mais oui, mais c'est ça la réalité. Fait que là, ils prennent... Je vous jure, c'est 1984. On réécrit le lexique, pouf, le reste, ça n'a pas existé. T'es-tu en train de te plaindre de racisme, toi? Ah, mon racialiste. Et là, ils essaient de se faire passer eux-mêmes pour les antiracistes. Je vous jure, tu regardes ça, là, puis le truc de Lisée, quand on s'est pognés ensemble, puis on s'est pognés solide, c'est le truc, il sort la Shoah. Je dis, à quoi tu parles? Bien, c'est une preuve de racisme anti-blanc. OK, là, t'es en train de me dire, puis là t'es rendu sur une pente drôlement savonneuse, mon GF, puis tu vas faire ta raide de bobsleigh tout seul. Hein? Moi, j'embarque pas dans ton truc. À la limite, je vais te donner la petite poussette. T'as même plus besoin de pousser, t'es déjà parti. Là, toi, dans ta tête, là, les nazis, quand ils ont pensé à la Shoah, ils se sont dit « Ah, les maudits blancs, plus capables. »
C'est ça qu'il avait en tête. Ça n'a pas de sens. Fait que Hitler, Mais c'est un non. raciste anti-blanc. Mais non. Il est antisémite, c'est tout. Non, mais ben voilà. C'est pas D'accord. sorcier. Puis là, il me sortait d'autres exemples au Rwanda, les Hutus, les Tutsis. OK, là, il faut falloir m'expliquer avec le racisme anti-blanc, là, parce que là, à moins que je sois con. Le seul exemple vraiment que je pourrais voir, mais je pousse vraiment à l'inflexion de racisme systémique anti-blanc, et vraiment je pousse loin parce que j'ai pas une connaissance dessus. Je pense que ce sera en Afrique du Sud où récemment il y a eu des lois où ils ont exproprié des blancs, mais c'est vraiment genre c'est hyper limité. Oui, Et mais c'est ça. le seul exemple que j'ai. Mais c'est parce que, tu sais. Ça, comment je dirais ça? Ça se peut aussi que ça ait un petit peu rapport avec ce qu'on appelle le retour du balancier. Ça se peut que le blanc, colonisateur, oppresseur, à un moment donné, tu sais, je veux dire, il y a ça aussi, là. C'est ça, ça explique, ça, Mais justifie, oui. ça justifie pas, mais ça explique Ben effectivement oui. qu'il y a eu une sorte de... Mais l'exemple de la Shoah, je veux dire, là, je dis non, attends, mais là, la bonne nouvelle, par contre, c'est que là, sur Twitter, là, ça a vraiment mal fini pour lui, là. Mais c'est la preuve que, tu vois, intellectuellement, ils sont pas là du tout. Puis il répondait, moi, j'avais rien demandé à Alizé, là. Il répondait à une de mes chroniques sur le racisme systémique, justement. Quand je disais que le racisme anti-blanc, ça n'existe pas. Fait que là, l'exemple qui est venu en tête, c'est la Shoah. Mais je veux dire, mais c'est combien... Évidemment qu'il y a des Blancs qui peuvent être victimes de racisme, mais c'est pas parce qu'il est blanc. Moi, j'ai un ami qui est en situation de handicap. Puis je veux dire, s'il y en a un qui le balance en bas avec sa chaise, est-ce qu'on va dire, ah, ben ouais, c'est de la discrimination envers les Blancs parce qu'il est blanc ou c'est de la discrimination envers les gens en situation de handicap? You! Je veux dire, c'est pas du génie nucléaire à comprendre, là. Mais le problème, ces gens-là ont des tribunes puissantes. Spin ça à journée longue. Les gens finissent par comprendre, oh là là, hey, eux, là, les radicaux, puis nous accusent d'être racistes. Mais il n'y a personne qui dit ça. Ça n'a rien à voir. Mais ne me dites pas qu'il n'y a pas de racisme au Québec. Il y en a. Il y en a d'un point de vue individuel, puis il y en a d'un point de vue systémique. Mais la raison pour laquelle il refuse de reconnaître l'existence du racisme systémique, c'est pas parce que ils en ont profité et nous on en profite tous les jours. C'est pas vu qu'on en profite. Ben, il y a un On peu veut ça. pas reconnaître qu'on a eu un Je te dis avantage. honnêtement, je sais pas si c'est une question d'en profiter. Honnêtement, je pense juste qu'il y a une question de... Ils ont l'impression qu'on les vise personnellement. Je pense que... Je parle pas pour eux, hein, mais je pense qu'il y a vraiment cette impression d'être visé personnellement. On veut forcément nous forcer à nous auto-flageller, donc il y a une sorte de réaction violente en disant « Bah non, moi je suis Ça pas... » doit être un mix de tout ça. Excuse-moi. Ça doit être un mix. C'est de ça, tout je pense qu'il y a un peu cette réaction-là de dire bah non, j'ai pas envie entre guillemets m'auto-flageller, je dis beaucoup ce terme-là, mais je pense que c'est un peu cette réaction violente de dire bah non, on veut me forcer à dire ce que je ne suis pas, qu'il n'y a personne qui dit toi, on ne demande pas le communisme de dire de faire ton auto-procès ou c'est pas ton Peut-être auto-critique, c'est pas ça peuvent qu'on aussi demande. se sentir un peu rabaissé dans le sens où le succès que tu as eu ne correspondrait pas aux efforts que tu as fournis dans ton succès. Par exemple, quelqu'un qui a réussi à lancer une entreprise qui vaut 200 millions en 3 ans, qui est blanc, et on lui dit, le système, il t'a forcément profité d'une façon ou d'une autre parce que tu es blanc, il va se dire, mais non, mais moi j'ai travaillé pour ça, tout ne dépendait que de moi. Alors qu'une personne qui est par exemple noire ou quoi que ce soit d'autre, qui n'est pas blanc, qui aurait essayé la même chose, n'aurait peut-être pas réussi avec toutes les mêmes conditions. Ben, c'est drôle ce que vous dites parce que je pense que vous avez les deux raisons, en fait. Et évidemment, je suis pas dans leur tête, puis je veux pas l'être non plus, mais j'ai l'impression... Honnêtement, j'aimerais bien en inviter peut-être Boc Côté ou quelqu'un comme ça pour avoir... il viendrait, Boc. Je pense que c'est ça, mais juste pour avoir aussi discuté, On lui lance l'invitation. C'est intéressant. C'est une jonction des deux, je pense. Un se sentent un peu persécutés en disant « c'est injuste, c'est pas vrai, vous vous plaignez pour rien, voyons donc. Bon, puis évidemment, si on compare aux États-Unis, ben oui, c'est pas la même chose. Je veux dire, les Noirs ici se font pas tirer dans la rue, là. Ben Oui, ouais, en c'est fait, la moindre des cela dit, choses. c'est déjà arrivé, là, mais je veux dire, c'est quand même pas aussi fréquent que là-bas. Mais à l'inverse, moi, je pense qu'il y a aussi la question du petit privilège. Je pense qu'il y en a qui... Tu sais, il y en a là-dedans là, qui ont été élevés en banlieue de Montréal, les petites banlieues blanches, francophones, métissées, serrées. Puis je pense qu'il y en a qui ont peur de leur petit privilège, puis de... Frédéric, je vais te proposer, comme le temps avance, on va passer à un sujet peut-être un peu plus... Léger? Ça sera pas dur. Quoique, mais c'est vrai qu'on voit, on voit sur tes réseaux, tu parles beaucoup et tu cites beaucoup Albert Camus. Albert Camus, qui est auteur, prix Nobel de littérature, il me semble en 57, si je me souviens Voilà. son nom. 44 ans à mon âge. C'est ça. Il ne reste pas beaucoup de temps. Hein. Non, c'est ça. Et Peut-être que ce livre-là te le mérite. Mettez pas d'argent d'épicerie là-dessus. Et le fait est que, qui est français, mais qui est né en Algérie, et qui était objectivement un génie. On ne va pas se cacher que tu es clairement clair, mais pourquoi cette fascination pour Albert Camus? Pourquoi cette... Je vois que tu le cites beaucoup, on va y revenir avec ton livre justement, mais
Pourquoi une telle fascination? Je suis vraiment content que tu aies soulevé toi-même dans ton invitation qui... Je t'aurais dit oui de toute manière, hein, mais parler de Camus plus que 14 secondes, c'est toujours... c'est très rare. C'est tout à votre honneur. Je vous dirais que j'ai... c'est très simple, en fait. C'est que Camus, au-delà des autres philosophes ou écrivains, puis on reviendra sur la distinction peut-être tout à l'heure, connu, reconnu, célébré, c'est peut-être celui qui dit le plus l'évidence. Je sais que c'est plate de dire ça comme ça, mais c'est... D'ailleurs, il se faisait écœurer, Camus. Hein? On disait toujours que c'était un philosophe de classe terminale, genre c'était un philosophe de secondaire 5. C'est genre... puis il était méprisé. Puis quand il a ramassé le Nobel de la littérature, et là, ça fait... mais là, c'était fini, là. Je veux dire, ce gars-là a été là, torpillé de tout bord, tout côté. Bon, la chicane avec Sartre, et ainsi de suite. On va y revenir avec ça. Mais quand vous lisez Camus, pour moi, puis je vais tenir des réponses courtes parce que je veux t'entendre aussi. Quand vous lisez Camus, je dis, mais c'est tout simple. Mais Camus, c'est celui qui exprime le mieux ce que devrait être un vrai humaniste. Un vrai humanisme et un vrai humaniste. C'est des formules de base, quand on y pense. Et de là, peut-être, l'espèce de moquerie ou de mépris. Mais en quelques mots qui sont jolis, qui sont bien tournés, a été capable d'exposer, et son œuvre existe toujours, hein, probablement ce qui devrait être les fondements même de l'humanité. On parle de liberté de religion, on parle de... Camus a très peu fait de droit. En fait, il n'a pas étudié en droit du tout, il n'a pas fait de droit, il n'était pas avocat. Mais il a très peu parlé de droit, mais il a beaucoup parlé de justice. Et Camus et la justice, pour moi, ça va ensemble. Et ce que je dis maintenant à mes étudiants, puis je m'amuse avec ça, puis des fois, je lance des trucs juste pour tester des idées. Je me dis, tu sais, dans le fond, quand je les laisse après la fin d'un cours, je dis, soyez juste. C'est parce que quand vous êtes juste, tout va bien. Vous dormez bien, vous êtes heureux, tout va. Quand vous êtes injuste, et quand vous subissez une injustice, tu sais, quand on y pense, tous les exemples dont on discute depuis tout à l'heure, c'est des exemples d'injustice. C'est des exemples où intellectuellement, je veux dire, il y a des arguments fallacieux, il y a des trucs qui ne tiennent pas, il y a des trucs... Bon. Et tout ça pour dire que Camus personnifie ça avec une profondeur. En même temps, je dis que c'est tout simple, oui, mais de le faire de cette manière-là, je ne suis pas certain, moi, que d'autres ont réussi à le faire. En tout cas, moi, j'en connais pas. Donc cette simplicité, en fait, lui a valu toutes les moqueries, alors que c'était la beauté de sa... C'est plus profond que ça, en fait. Si je veux, d'abord, je vais juste apporter une anecdote personnelle. Quand j'ai préparé un peu ça, je parlais de ça avec mon père, et mon père m'a raconté quelque chose. Dans ma famille, on est d'origine, je suis juif, d'origine algérienne. Et sérieux? Non, oui, je savais pas ça. Quelqu'un dans ma famille, du côté de mon père, je sais pas, il m'a expliqué, mais c'est cousin du cousine, par enfin, okay. Mais de la famille de mon père. Pas quelqu'un qui a connu Camus? Arrête, je vais m'évanouir. Qui était ami personnel avec Camus. Non, c'est pas vrai. C'est quoi son nom? Écoute, je me rappelle. Mon père m'a dit... OK, mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Appelle-le tout de suite, immédiatement. C'est ça, j'ai découvert ça, je me suis dit, OK, waouh, déjà, je ne savais pas. Et il m'a raconté qu'en fait, ça, c'est maintenant, je pense, c'est connu, mais pendant la guerre, en fait, en 40, donc, les Juifs avaient perdu la citoyenneté française en Algérie, on l'avait retirée. Et Camus, en fait, avait enseigné à des enfants juifs qui n'avaient plus le droit d'aller à l'école. Mon grand-père a été renvoyé d'école. À Oran, notamment. Mon grand-père vient d'Oran. Et voilà. Bon, pas mon grand-père personnellement, en tout cas, il s'en rappelle pas. Mais Camus. Ton grand-père, ça serait peut-être fait enseigner par Camus? Je pense pas, parce qu'il était trop jeune, à mon avis. Non, mais attends, valide ça, parce que si c'est oui, moi, après ça, je vais dire que je te connais, je vais écrire ça à tout le monde. Mais il a enseigné à des enfants juifs Camus pendant la guerre. Ben oui. Quand on y pense, c'est quand même fort. Les Juifs étaient devenus des parias dans la société à ce moment-là. Ils avaient perdu. Ils avaient été, mon grand-père me raconte, lui il était trop jeune, mais ses frères racontaient. Ils se sont fait regrouper dans la cour de l'école devant tous les enfants et renvoyer l'école comme des malpropres parce que ils étaient plus français. Et donc, on ça, à Oran, ben oui. Exact. Il était revenu en fait de... Absolument. Et après, je pense qu'il a eu la tuberculose, il me semble. Pendant il a eu la tuberculose plus jeune que ça quand il jouait au soccer, au football. Il avait 14 ou 15 ans, puis c'est ce qui a fait en sorte qu'il n'a pas été accepté à l'agrégor et qu'il est obligé de se ramasser des petites jobines ici et là. Ouais, non, il était très, très, très malade. Il a failli mourir, en fait, c'est ça. Oui, c'est sûr qu'il allait mourir.
Donc, le fait est que, Wow. donc, je te demanderai à mon père exactement, mais il m'avait donné le nom, et effectivement sur Internet, j'avais retrouvé, je ne me rappelle plus du nom de la personne en question, mais qui était un ami personnel de Ben, Camus. écoute, on se reparlera. Et tu parlais de Camus avec Sartre notamment, en fait. Ouais. Sartre était, bon, on va le rappeler, philosophe aussi, je pense, auteur évidemment, il a écrit Ouais. des pièces de théâtre, des Ouais. romans, etc. Il y a eu, en fait, ils étaient à la base amis, et finalement, il y a eu une sorte de rupture, probablement. Solide. C'est ça. Et en fait, Sartre est un peu l'anti-Camus par beaucoup de choses, donc au niveau de il y a eu un vrai mépris de classe de la part de Sartre envers Camus, Camus qui est né de milieux très modestes, alors Sartre Ouais. était au contraire de très grandes écoles. Ouais. Et il y a eu cette rupture-là, et pendant longtemps, Sartre était vraiment, moi mes profs quand ils m'enseignaient, c'était Sartre était un génie absolu, Camus aussi, mais c'était vraiment Sartre. Ouais. Et j'ai l'impression que de nos jours, c'est en train de revenir un peu Je suis chez Camus, il est en train de d'accord avec revenir. On a découvert, je veux juste préciser que Sartre, bon, notamment pendant la guerre, il va pas être très glorieux, on va pas se le cacher, Ouais. que c'était pas un grand résistant, c'était plutôt l'inverse. Hein, Non, puis c'est drôle parce que, Camus, Sartre qui prônait toujours la violence, c'était un violent en fait. Il a soutenu à peu près tous les régimes violents, Oui, communistes, fascistes. mais en fait, où ils se sont poignés solides, lui puis Camus, c'est notamment sur le régime soviétique. Camus faisait partie du Parti communiste algérien. Et ça a cassé, notamment là, il y a eu d'autres choses aussi. Et sur les appels à la violence, et ainsi de suite, à un moment donné, Camus avait dit à Sartre, « Mais si t'es si fin que ça, prends les armes, toi. Vas-y. » C'est le fun d'être assis là, au Café de Flore avec ton petit Armagnac puis fumer ta pipe. Là. Ouais, vas-y te faire assassiner toi aussi comme je sais pas combien de milliers, de millions de... Bon. Et donc, tu vois, quand je dis que c'est tout simple, Camus, c'est quand même un peu ça. Je veux dire, c'en est un exemple. C'est pas sacrifier une humanité, pourquoi au final? Et Sartre avait des capacités cognitives absolument exceptionnelles. Ça, je pense que faut pas nier ça. Vous lisez La nausée, les mouches, et ainsi de suite. Je veux dire, attends, là, c'est un autre niveau, c'est autre chose. Puis même Sartre disait à Camus, il dit, je suis plus intelligent que vous, hein, je suis plus intelligent que vous. Puis Camus disait oui. Puis après ça, il y avait des filles qui venaient proche des tables. Puis le Sartre disait, OK, ben, vous êtes un peu plus beau quand même. Mais, tu sais, parce que Sartre, Camus avait un grand succès avec les femmes, ce qui n'était pas le cas de Sartre du tout. Et je pense que ça mettait Sartre dans une situation peut-être d'infériorité, en quelque sorte. On parle de volet très humain. Et d'ailleurs, je vous recommande un livre absolument fantastique, le meilleur que j'ai lu là-dessus. Ça s'appelle « Café existentialiste ». Lisez ça. C'est une écrivaine qui s'appelle Sarah Bakewell, qui est une Britannique, si je ne fais pas erreur, qui est exceptionnelle. C'est une autodidacte. Elle te décrit la pensée existentialiste à travers les humains. Donc, à travers, ça s'appelle Café existentialiste, le cocktail à l'abricot. Pourquoi? Parce que tu as Merleau-Ponty, à un moment donné, qui revient... Non, c'est-tu Raymond Aron? Oui, c'est Raymond Aron. Qui revient, il est allé en Allemagne, puis là, il a rencontré Husserl, qui est un peu le maître à penser d'Heidegger, et là, il débarque, cocktail d'abricot, puis il parle de la phénoménologie, blablabla, puis là, Sartre, c'est quoi cette patate-là, blablabla. Ce a amené Sartre à l'étudier en Allemagne aussi, juste avant En fait, tout juste avant et après l'arrivée des nazis. Et donc, tout ça pour dire que Bakewell, j'ai jamais vu quelque chose comme ça, elle te traite de chacun des traits de personnalité des individus en question et leur rapport à l'existentialisme et l'impact de... Et là, quand tu lis ça, ça se lit comme un roman, donc c'est sympathique et tout, mais parfois, je me disais, OK, ben, on est quand même un peu dans le people. Et à la fin, elle résume, puis c'est excessivement important, puis c'est important par rapport à Camus aussi. Elle dit, vous savez, je me suis toujours intéressé aux idées, les livres de Sartre. Elle avait commencé à lire Sartre, puis c'est là qu'elle avait décidé. Elle n'a même pas fini de bac en philo, parce que c'est trop plate, cette affaire-là, puis elle a écrit sur Montaigne. C'est une génie. Et donc, elle dit, je me suis toujours intéressé aux idées, pas vraiment aux hommes et aux femmes, pour réaliser que je ne pouvais pas comprendre leurs idées et le courant idéologique si je ne comprends pas les hommes et les femmes. Or, vous l'avez dit, tu l'as dit tout à l'heure, Jonathan, en parlant de Camus. Camus, son père est décédé lors de la Première Guerre mondiale. Il l'a même pas connu. Je veux dire, il y avait quelques mois. Sa mère avait eu, je pense, c'est la polio ou un truc du genre, est incapable de communiquer correctement. Il y en a le classique qui traitait d'attardé mental et ainsi de suite, alors que c'était juste un bon. Et c'est sa grand-mère qui a tenu la famille à bout de bras dans des conditions absolument pénibles. C'est son instituteur, Louis Germain, qui l'a amené à... Bon, tu connais toutes ces histoires-là. Et tout ça pour dire que sur Louis Germain, quand Catherine Camus a refusé que Sarkozy puisse envoyer son père au Panthéon, son père, pardon, au Panthéon, il y en a qui ont suggéré que ce soit Louis Germain.
au nom des instituteurs qui changent la vie des étudiants en question, ce qui n'est pas une mauvaise idée. Pour le coup, Camus aurait mérité d'être au Panthéon, mais je comprends la volonté de sa famille. Ouais, tu ne peux pas te faire envoyer là par Sarko. C'est ça. Je pense que c'est surtout ça. Moi, je t'avoue que je retiens beaucoup de Camus, c'est notamment sa phrase qui est très connue, mais si la vérité devait être de droite, je serais de droite. Cette volonté de dire, il n'y a pas d'amalgame, il n'y a pas de sectarisme. Il cherche juste la vérité, en fait. Il cherche juste la vérité dans le réel. Et pour lui, c'est ça. Et pour lui, c'est pas une question de gauche, de droite, c'est juste une question de Jean de Bonne. Ce qui me fâche, par contre, c'est que la droite essaie de récupérer Camus comme elle essaie de récupérer... Parce que la gauche qui a rejeté, en fait. La gauche qui était très pro-Sartre a rejeté Camus. Alors que si vous êtes... Oui, puis mais en même temps, est-ce que l'Union soviétique, c'est de la vraie gauche? Sur l'échiquier de l'époque, oui, évidemment. Mais c'est sûr que c'est particulier, quoi. Dire, c'est quoi la gauche? Est-ce que les purgatoires, c'est de la gauche? Est-ce que les purges staliniennes, c'est de la gauche? C'est ça. Pour Sartre, oui. Sartre disait, il faut plus de Google, puis après, ça a marché. Il faut juste un peu plus. Ouais, on donne un petit coup, mais après, ça va aller. Mais non, mais sinon, de toute façon, ça, je m'en fous. Puis, de toute manière, Camus n'appartient à personne. Mais une fois qu'on a dit ça, s'il y avait plus de pensée camusienne actuellement... Ça ferait du bien, je pense. Non, mais et c'est pour ça que je fais exprès, je suis fatigant, puis je cite souvent, parce que puis il y en a beaucoup trop pour toutes les citer, mais c'est toujours approprié. Quand on parle, quand on demandait est-ce que Camus est existentialiste, puis c'est vrai que ça c'est proche quand même, mais il ne l'est pas, parce qu'il disait la vie est absurde. Contrairement à ce que pourrait dire ça. La vie est absurde et Dieu n'existait pas. Alors, je cherche de savoir comment me comporter, sachant justement que Dieu n'existe pas et la vie est absurde. Comment je dois être juste. Donc, au final, quand tu y penses, tout est à peu près là. C'est sûr. J'aimerais finir cette petite partie sur Camus avec une citation. C'est pour ça que tu m'as allé chercher dans mon CV. Ah ouais? C'est qu'il y a une citation qui va... J'ai écouté son discours au prix Nobel, et il y a une phrase qu'il a dit, deux phrases qu'il a dit qui m'ont beaucoup marqué et qui me semblaient tellement actuelles de nos jours. Juste la citer rapidement. La génération, le monde ne se déface. Exactement. Cette phrase-là, écoute, je vais la citer, mais elle est juste fantastique. Ouvre le livre que je t'ai offert tout à l'heure. Tu as mis? Ah, c'est pas... Quelle page? La première, c'est la dédicace. Non, c'est la dédicace à Jonathan. Ah, tiens. J'écris mal, tu seras pas capable. Ça va être compliqué, effectivement. Écoute, je vais avoir du mal à la lire. Ah, effectivement, que le monde ne se défasse. Mais écoute, je vais la citer en entier, juste parce qu'elle est... Ben oui, s'il vous plaît, oui. Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. La mienne, c'est pourtant qu'elle ne le refera pas. Mais sa tâche est peut-être plus grande. Elle consiste à empêcher que le monde se déface. Elle est terrible, cette phrase. À l'époque, c'était par rapport à la guerre froide. Mais de nos jours, on a l'impression que c'est que ça. On a l'impression qu'on ne fait que lutter pour espérer que ça ne se défasse pas. Passe partout. Mais elle fonctionne tellement bien. C'est ça qui est fou. 57, hein. On rappelle 57. Ouais. Non, c'est ça. C'est fou. Mais c'est la beauté de Camus. C'est des trucs simples. Puis quand tu les lis, tu dis, mais évidemment, mais pourquoi personne d'autre les a écrits à ce moment-là? C'est quand même malheureusement, mais ça c'est très... En France, c'est un débat très français, mais c'est vrai que Camus a toujours été beaucoup rejeté par la gauche. Le seul que vraiment je vois qui se dit à gauche, mais qui adore Camus, c'est Michel Onfray. Je sais que tu as un différent... Michel Onfray dit à gauche, ouais. C'est ça. Mais, je m'appelle Patoff et je vole. Hein. Mais écoute, en tout cas, lui, il a resté dans ce truc-là, mais c'est vrai que finalement, maintenant, c'est plus la droite qui se prend à Camus. Lisez Valeur, là, si vous voyez quelque chose de gauche là-dedans, c'est compliqué, effectivement. Et donc, ça me permet aussi d'arriver vers ton livre, justement, Richard. Rappelle-moi quelle date? Le 18 mai. Je vais dire 16 mai. Et donc, le titre, c'est La bêtise insiste toujours. Et tu m'expliquais, c'est une citation de Camus. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu qu'est-ce qu'on trouve dans ce beau livre-là? C'est une année marquée. C'est dans la série Somme toute, les livres que c'est le 3e avec eux. Et donc, ça sort à chaque année. C'est un peu une revue de l'année. Et ce qui a marqué... tu vois, l'année passée, le titre « La tête, une poêle en feu », t'en parlais tout à l'heure, c'était vraiment très, très sur l'environnement, le réchauffement climatique. Et aujourd'hui, cette année, malheureusement, ce qui a été marqué, c'est la pandémie. Et c'est pas un livre sur la pandémie, je ne connais pas plus qu'un autre, mais sur le fait qu'il y a une fracture qui n'a jamais été, à mes yeux, et peut-être je me trompe, aussi évidente, entre deux segments de la population. Tout le volet complotiste qui est en pleine puissance, moi, me fait m'inquiéter très sérieusement pour les suites de la démocratie. Le petit bandeau, c'est ça que l'éditeur a choisi, la citation qu'il a choisie, dit comment on peut assurer une démocratie en l'absence d'un minimum de rationnel. C'est que quand t'en as, puis là, s'il y en avait 5, s'il y en avait 50, s'il y en avait 500, 5000, ça serait drôle.
Mais là, quand tu es rendu dans des proportions de 25 à 30 de Québécois qui croient à une forme ou une autre de théorie du complot, aux États-Unis, c'est encore plus élevé que ça, qui croient que le 5G est la cause et la source et la résultante du virus, qui pensent que Bill Gates veut nous vacciner pour nous micropucer, qui pensent que Justin Trudeau est un pédosatanique reptilien, que Lady Gaga mange des cadavres, le truc de la pizzeria de Washington, Lucie Laurier, les chemtrails, comme quoi que c'est de la poudre qui... Je veux dire, aïe aïe, là. Et encore, samedi dernier, ça, j'ai pété les plombs raides quand ils sont allés empêcher l'opération de vaccination au stade olympique. Et les policiers de Legault les ont laissés passer. Ils ont reçu 28 contraventions alors qu'il était 30 000. Dans le printemps étudiant de 2012, on en parlait tout à l'heure, les étudiants se faisaient rentrer dans les manifs, étaient déclarés illégaux. Alors, ces 30 000 bozos-là, il n'y a personne qui porte de masque, évidemment, et ils ne sont pas assez intelligents pour comprendre l'ironie de l'affaire. C'est qu'ils s'en vont gueuler contre des mesures sanitaires parce qu'ils en ont plein de casques, et pour ça, ils vont bloquer des efforts de vaccination qu'ils considèrent être un abattoir humain, en parlant du stade olympique où on vaccine, justement. Et donc, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien qui se fait. Et là, moi, je ne peux faire autrement que de constater cette fracture qui, malheureusement, fait en sorte que tu dis, ouais, attends une minute, là, on n'est plus dans le domaine de la discussion possible, on est dans le domaine de la croyance. Moi, je peux pas jaser avec toi pour te dire, tu sais, ta religion, Jonathan, oublie ça, ça tient pas. Pourquoi? Parce que tu y crois, puis parce que c'est ton droit d'y croire, puis parce que c'est pas de mes affaires. À l'inverse, si tu m'arrives, tu dis, oh, Bérard, t'es complètement fêlé d'être athée, c'est dangereux parce qu'il va ici, avec ça, je veux dire, tu peux aussi fermer ta gueule. Et là, c'est correct, on le sait, chacun a sa posture religieuse, et c'est tout. Et encore, on peut en parler. Oui, non, attends. Oui, non, attends, mais ce que je veux dire, évidemment qu'on peut en parler, mais pas dans un objectif de convaincre l'autre. On s'entend. Puis c'est pas ça l'idée, on veut pas ça. Puis on va discuter, puis on va s'amuser. Puis moi, j'adore en apprendre sur les religions. Je trouve ça intellectuellement, parce que ça a des répercussions sociologiques, ça a des fondements sociologiques aussi. L'histoire des religions, ça m'intéresse. Je ne suis pas religieux pour des raisons qui me sont propres. Mais la discussion, oui, sachant que, un, je te convaincrai pas, deux, tu me convaincras probablement pas non plus, puis trois, on s'en fout. C'est parfait comme ça. Or, ici, si je suis pas capable de te convaincre que la 5G a rien à voir puis que Bill Gates en a absolument rien à foutre de te micropucer... De toute façon, on a déjà notre téléphone qui ont des ben c'est ça, c'est l'autre affaire. Si t'es sur Facebook, si ça se trouve, Bill Gates est déjà pas mal au courant de ce que tu fais. Voilà. Mais donc, si je ne suis pas capable de te convaincre, c'est mieux que ça, que non, c'est pas vrai, Trudeau n'est pas un reptilien. Et que tu me dis, ben prouve-moi-le. Je veux dire, c'est plutôt à toi de me prouver qu'il l'est. Il me semble habituellement, le fardeau de la preuve est sur les épaules de celui qui avance un truc. C'est pas, oui, là, c'est... Et donc, en d'autres termes, et là, évidemment, je prends des exemples caricaturaux, mais qui sont fréquents. Et c'est ça l'affaire, le fossé s'agrandit chaque jour davantage. Et là, le danger, c'est de dire, OK, là, je suis plus capable. Vous êtes une bande d'idiots. C'est difficile de ne pas tomber dans le mépris. Et là, moi, je le dis en toute connaissance de cause, puis je ne suis pas nécessairement fier de moi, mais là, je n'en peux plus. Et le dialogue, oui, OK, mais là, ça suffit, parce qu'il n'y en a plus de dialogue possible. Là, je suis en train de suggérer sur mes tribunes, à Legault, d'adopter un décret puis d'empêcher des manifs devant des centres de vaccination. Oui, ça viole la liberté d'expression puis le droit de manifester, mais je m'en fous. Parce qu'il arrive un moment donné où là, ça suffit. Puis je pensais jamais dire ça de ma vie. Je veux dire, j'ai toujours été d'une posture absolument aux antipodes. Mais arrive un moment donné où là, on n'est plus dans le rationnel. On les raisonnera pas. Je peux pas te faire croire. Je peux pas te convaincre que sans vaccin, on n'en sortira pas. Pour toi, là, non, c'est pas vrai. Alors, je veux dire, on fait quoi? C'est terrible parce qu'il n'y a pas de solution, en fait. Plus je réfléchis, plus je me dis, si le gouvernement agit, ils vont dire, c'est bien la preuve qu'on a raison, on veut nous empêcher d'agir. Et donc, et si les scientifiques se prononcent en disant, non, parce que vous dites ça n'a pas de sens pour telle ou telle raison, la science pharmaceutique, puis blablabla. Il n'y a pas de manière de raisonner, en fait. Non. Moi, honnêtement, je te le dis, si c'était juste sur leur forum, sur Internet, puis ça menait à rien comme action, tu peux croire ce que tu veux. Je m'en fous si tu crois qu'ils n'ont pas été sur la Lune, j'en ai rien à foutre. Moi, j'y crois que les Américains ont été sur la Lune, puis non, si je me fais vacciner, je ne vais pas avoir une puce dans le bras, clairement. Mais là, c'est vrai que ça mène à des actions de plus en plus fortes et politiques. On l'a vu aux États-Unis, on le voit maintenant ici avec la vaccination. C'est super dangereux, mais le problème, c'est que honnêtement, je te le dis, je ne sais pas ce que le gouvernement peut faire. Le gouvernement ou les autorités, peu importe, je ne sais pas ce qu'on peut faire. Parce que quand tu te prononces, ils vont dire t'es un corrompu, t'es avec eux. Le gouvernement agit, ils vont dire c'est bien la preuve qu'on a raison, ils veulent nous empêcher. Je ne sais pas ce qu'on peut faire. C'est quoi passé la dernière année dans les médias? Les messages qu'on a reçus, les médias, on est corrompu, on est payé par le gouvernement, dictature. Moi, à chaque fois que j'entends ça, j'ai les poils.
Je suis allé dans des favelas au Brésil. J'ai failli me faire tirer dessus par les bozos à Bolsonaro, pas parce que moi, il a donné l'ordre aux militaires de nettoyer les favelas. Et donc, quand j'entends dictature, sais-tu c'est quoi une dictature? T'as-tu une idée? T'as pas juste un minimum de compassion pour ceux qui l'ont vécu, la vraie dictature, pour ceux qui... La preuve, tu manifestes pour empêcher des efforts de vaccination, on ne donne même pas de contravention alors qu'on devrait, on te laisse avoir l'air le plus bozo que tu peux. Si tu étais dans une dictature, tu veux savoir comment ça aurait fini, ta manif? Je veux dire, mais c'est d'une évidence. Donc, tout ça pour dire que je ne m'attends pas à ce que tout le monde ait le même narratif, que tout le monde... Je veux pas ça non plus. Puis c'est correct, il y a des quotients intellectuels, il y en a pour les fous, pour les fins, puis c'est le cas de le dire. Mais ça prend quand même un minimum où on peut discuter sur des bases, tu sais, les flat earthers et compagnie. Mais qu'est-ce qu'on fout avec ça? Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, ce discours-là, il fait en sorte qu'il y ait des gens qui soient mis à risque. C'est pas juste une question de croire ou de pas croire à la science. En l'occurrence, si on ne croit pas à la science et à la vaccination, on met à risque des gens qui peuvent pas se faire vacciner, qui risquent de mourir. Parce que on pense à notre petit nombril. Je lisais justement une image qui a été faite où tout le monde est sur le même bateau, puis il y a quelqu'un dans sa chambre qui se met à creuser le sol, puis l'eau commence à rentrer. Et tout le monde dit non, mais on va reboucher ça, l'eau rentre et on va se faire inonder. Puis il dit non, c'est dans ma chambre, t'as pas le droit de te mêler à ça, c'est ma chambre personnelle. Il dit oui, mais on est tous sur le même bateau. L'eau va rentrer, puis on va pas pouvoir arrêter, on va couler tous ensemble. Et je me suis dit, ça c'est super, ça. Elle fonctionne cette image, je trouve. Quand j'ai fait, je me dis ouais, effectivement, c'est vrai. Elle fonctionne pas assez, malheureusement. C'est ça. Mais pour revenir sur le fait de brimer la liberté d'expression pour les manifestations qui sont comme ça, il y a d'autres libertés qui existent aussi, la liberté de vivre, le droit de vivre et le droit à la dignité. Moi, je pense que si on doit mettre en péril la sécurité des gens pour autoriser une manifestation sur quelque chose qui a été prouvé maintes fois comme étant nécessaire, parfois il faut prendre certaines mesures. Et malheureusement, oui, comment est-ce qu'on pourrait faire en sorte que ces gens-là qui nous écouteraient peut-être et qui ils nous écouteront pas, à mon avis. Ils nous écouteront pas, mais ces gens qui ne croient pas à la science et aux mesures prises par le gouvernement parce que le gouvernement serait contre eux. Est-ce qu'il y a une façon de faire? Moi, je dirais la première chose, c'est peut-être... Là, tu me dis que t'en peux plus, mais de l'empathie pour leur raisonnement. Pourquoi est-ce qu'ils pensent comme ça? Se mettre dans leurs chaussures pour essayer de comprendre et de partir de là. Parce que d'aller de front en leur disant « Mais regarde, la science dit que... » Ça marchera pas. Ça marchera pas. Non. Mais en disant ça, il y a quelqu'un qui dit « Ah, mais là, ouais, le ton, puis ça, il n'y aura plus de dialogue possible. » Puis là, savez-vous quoi? Je m'en fous. Si vous êtes si fin que ça, allez-y discuter avec eux. Si vous êtes capable d'aller chez les Raéliens puis les convaincre que Raël est un fraudeur, allez-y. Moi, j'ai pas ce talent-là. J'ai essayé depuis un an, de toutes les manières possibles, avec des blagues, pas de blagues, sérieusement, de l'empathie, de la tout. Ça n'a pas marché. Alors, il y a peut-être des gens qui sont plus doués que moi, mais auquel cas, allez-y et faites ça vite, hein, parce que le feu est pris. Puis j'ai l'impression que peut-être qu'après, c'est facile de dire « Ah, il faut faire ça, ouais, mais c'est ça. » Évidemment. Essayez-le voir. On est vraiment dans le cadre de... Quand je disais la religion tout à l'heure, j'avais tort, parce qu'effectivement, il y a quand même un volet intellectuel à discuter de religion, de science des religions. Mais jaser de secte, c'est une autre affaire. Et là, je pense qu'on est dans un cadre qui n'est pas religieux, mais qui est sectaire. Quand tu as donné l'exemple avec Raël, c'est vrai que moi, je me suis dit, effectivement, l'exemple est bien trouvé. C'est vrai qu'il y a vraiment un aspect de secte, en fait. Il y a une sorte de... Ils s'auto confirment, entre guillemets, avec leur théorie, leur forum. Si je peux mettre une dernière note là-dessus, il ne faut pas oublier le fait que ces groupes-là, ils font énormément de bruit, mais ils ne sont pas majoritaires. Clairement. Non, ils sont minoritaires, Charles. C'est ça, mais le truc, c'est qu'ils font des actions. Oui, ils font des actions, mais le truc, c'est que là, la plateforme qu'on leur donne leur permet de donner... Ça donne l'impression qu'ils sont sur un pied d'égalité pour discuter avec le point de vue que nous, on a, qui est que la science, elle a raison, la vaccination et tout ça. Et ça légitimise leurs propos. Et peut-être que ça, c'est une mauvaise chose. T'as raison, Charles. Là, c'est un truc, je finis juste sur ça rapidement, mais tu peux pas non plus dénigrer le fait que c'est des citoyens normaux, ils ont le droit d'avoir leur opinion. Oui. C'est un peu, moi je te le dis, quand il y avait eu les votes pour Trump et on disait les gens qui votent Trump, et c'est vrai sociologiquement, c'est des gens qui n'ont pas fait d'études ou quoi que ce soit d'autre, qui étaient plus marginalisés ou dans les campagnes, c'est vrai, mais en disant ça, c'était un peu de dire c'est des imbéciles par rapport à nous qui votons bien, et ça, je t'avoue que je trouve c'est dangereux. Et la démocratie, c'est que oui, nous on a le droit de vote et on est avocat, mais c'est pas parce qu'on est avocat qu'on votera mieux ou qu'on votera bien. Faut quand même avoir, je pense qu'il faut faire attention. Non, c'est ça, je dis pas ça, mais il faut faire attention aussi et remettre en perspective chacune des opinions. Nous, enfin là, je vais parler pour moi là.
moi, je suis les scientifiques. S'il y a 97% des scientifiques qui disent que le changement climatique existe, ben moi, je vais aller avec eux. Et s'il y a 3% qui disent que ça n'existe pas, ben, si on fait une discussion un contre un de chaque partie, ça ne met pas la perspective sur l'ampleur de la discussion et le fondement de chacun des arguments. Mais je pense qu'on a fait le tour de ce sujet-là. On pourrait y revenir un autre jour, mais c'est vrai que c'est intéressant. Il y a une autre chose qui pourrait être sujet à débat que l'on fait après chaque épisode. En même temps, je te laisse introduire. On finit toujours, en fait, c'est notre petite idée de finir. Donc, libre penseur, on a le droit de penser ce qu'on veut et de débattre, etc. Et on a pensé à ce petit jeu d'essayer de chacun de donner une opinion qui serait impopulaire. Une opinion qui est vraiment... Ça, c'est pas difficile, je fais ça chaque jour. Exactement. Mais ça peut être sur n'importe quel sujet. Je vais te donner un exemple. Ça, c'est mon premier exemple, mais c'est juste pour que tu aies quelque chose. Par exemple, moi, les Beatles, j'aime bien, je respecte, mais je suis pas du tout réceptif. Les quoi, les Beatles? Ouais. Ah, je déteste les Beatles. on est deux. C'est de la musique pour enfants. Ou Bladi ou Blada, qu'est-ce que c'est ça? Je vais pas dire que je déteste, c'est pas ça, mais je suis pas réceptif, honnêtement, j'écoute. Et bon, je vais donner un exemple quand même. J'ai exagéré un peu. L'exemple était facile, mais par exemple, moi, c'est plus littéraire pour le coup, mais le procès de Kafka, par exemple, tout le monde dit que c'est un chef-d'œuvre. Non? Écoute, j'essaye de le lire, ça fait trois fois, c'est trop absurde. J'arrive pas. Ok, alors ce qu'il faut lire de Kafka, c'est la plaisanterie. Ah, ça c'est du génie. Et c'est de loin meilleur que le procès, je trouve. Ben, tu vois, voilà. Donc ça, c'est ma petite opinion un peu plus ardue. Ou la métamorphose. Métamorphose, oui. Ça est connu, mais ça, je l'ai vu. C'est facile, la métamorphose, ça se dit bien, c'est sympathique. Elle est terrible. Mais la plaisanterie, c'est merveilleux. Ça, c'est noté. Donc ça, c'était ma petite Charles. Est-ce que tu en as une à nous partager? Alors, je ne sais pas si ça va résonner avec vous, mais je n'ai pas d'idole. J'ai pas une personne ou une ou deux personnes que je regarde et que je me dis oui, ben, cette personne-là, c'est vraiment la personne qui représente ce à quoi j'aspire, si c'est comme ça que ça se formule. Vraiment? Parce que moi, chaque fois que tu me parles de science, tu me réfères toujours à un gars qui a fait je sais plus quoi comme truc scientifique. Non, mais il y a des gens que j'admire pour certaines parties de leur travail. Bill Nye, qui est un scientifique qui éduque beaucoup aux États-Unis. Dwayne Johnson, que j'aime beaucoup pour son travail et sa discipline. Mais il n'y a pas une seule personne que je vais pouvoir appeler mon idole. J'ai jamais... Quand on m'a posé la question, oui, quelle est la personne que tu admires le plus, je n'ai jamais de réponse. Il faut toujours que j'y pense longuement pour donner une idée de quelqu'un que j'aime bien, mais c'est pas mon Ça idole. s'entend. Est-ce que Fred t'en a une? Est-ce que je t'en prie, Fred? Non, c'est rendu là. Hein, ça fait 2 heures qu'on se raconte des histoires. Écoute, c'est tellement pas difficile d'avoir des positions impopulaires. Tu fais juste... Va à TVA, dis ce que tu penses, puis tu vas voir c'est quoi. C'est facile, votre affaire, les Beatles, la science, arrêtez ça, c'est des folies, ça. C'est du petit lait. Je pense que ça prendrait plus de femmes musulmanes avec des voiles dans des postes décisionnels au Québec. C'est ton opinion un peu plus. Je pense que ça va résonner, ça. Clairement, tu vas recevoir un nombre de messages. Ça battra jamais la page Facebook de TVA Nouvelle, hein, inquiète-toi pas. Mais le pire, c'est que pense-y, si demain matin, tu avais une première ministre du Québec, on s'entend qu'aujourd'hui ça n'arriverait pas, mais ou la mairesse de Montréal qui portait un voile et qui fait un bon job, dire c'est ça. Comme par exemple, on en a hein, des congresswomen de Minnesota et ainsi de suite qui portent le voile et puis finalement, il n'y a pas d'histoire, hein. C'est réglé. Puis là, je dis, la femme voilée, je fais exprès parce qu'on est dans un mouvement qui est fort, mais ça pourrait être un juif avec une kippa, ça pourrait être un sikh avec un turban. Il y a des ministres fédéraux, mais ici au Québec, bon. Puis, tu sais, Jagmeet Singh et compagnie, j'adore Jagmeet. Personnellement, c'est devenu un ami et tout. Mais comme premier ministre du Canada, n'importe quand. N'importe quand. Tu vois, donc, ce mouvement-là, c'est très impopulaire. Mais est-ce que ça va être impopulaire dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans? Je suis pas sûr. Je pense même qu'on va se trouver un peu idiot d'avoir été autant allergique à tout ça, je pense. C'est possible. Écoute, merci beaucoup d'être venu. C'est assez impopulaire à votre goût, ça? Ça a besoin de conseils du pro, là, vous faites signe. En tout cas, merci beaucoup d'être venu. Puis, et à suite au prochain numéro. Ça fait plaisir, les amis. À la prochaine. Salut, lâchez pas.